Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, cette fois-ci, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Davy Gallon. Donc, Davy, je propose de te laisser te présenter. Salut à tous, donc moi je m'appelle Davy Gallon, j'ai 34 ans, je suis papa de deux enfants et je suis combattant professionnel d'arts martiaux mixtes depuis, ça fait bien 11 ans. Donc j'ai commencé par le pancras au 100% fight avec Hatch, au début de mon entraînement avec mon coach Robin Daider. Ensuite la carrière a évolué petit à petit, j'ai débouché sur le MMA où là c'était interdit en France et je combattais à l'étranger, Finlande, Pologne. Entre-temps, j'ai rencontré Florent Rouleau, Maxime Desmotis, des grands champions normands qui m'ont aidé à évoluer dans ma carrière. Et là, ça fait 4 ans. Alors après, ça repousse un peu parce qu'il y a toujours eu le confinement avec le Covid et tout, que j'ai signé avec une des plus grosses organisations mondiales de MMA, donc le Bellator. Et donc, ça fait 4 ans que je m'éclate avec le Bellator, on peut dire 3. J'affronte les meilleurs du monde, j'affronte les meilleurs européens. Et le but, c'est à terme, d'ici, allez, parce que je suis plus tout jeune quand même, j'ai plus 20 ans, mais d'ici la fin de ma carrière, qui arrivera le plus tard possible, je touche du bois, de la peau de singe, atteindre le titre du Bellator. Alors après, j'ai des nouveaux challenges qui viennent en tête, mais voilà quoi. Pour l'instant, c'est ma présentation et c'est un peu mon projet. Ouais, comme tu le dis, tu t'es bien entouré, tu t'entraînes, ton club, c'est l'Adrenaline Fight Team, c'est ça? Oui, c'est ça exactement, ouais. L'Adrenaline Fight Team à Caen, ouais. Ouais, dans les alentours de Caen, ouais, parce que tu vois, j'ai reçu un Normand la dernière fois, tu le connais peut-être, Lancelot de la Chapelle, C'est un boxeur. boxeur boxe anglaise. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je l'ai vu Que- sur le gala au Zénith là. Oui, vous avez organisé un gala boxe MMA à Caen, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, tu as Click Studio avec Joe Aguirre et puis, comment il s'appelle, Nicolas Perret, un ancien boxeur pro aussi, poids lourd. Et ils se sont mis en tête d'organiser un événement au Zénith de Caen, MMA et boxe anglaise. Donc, c'était vraiment cool parce que le ring était au milieu sur le sol et tu as une petite estrade sur le Zénith, enfin petite, entre guillemets, et où ils avaient placé la cage. Et donc, du coup, le show alternait entre combat de boxe anglaise et combat de MMA, amateur et pro. Et honnêtement, le Zénith, il était plein. C'était une grosse soirée, c'était top. Et c'est là que j'ai pu avoir le plaisir voir Lancelot boxer. D'ailleurs, il gagne par KO, si je ne te dis pas de bêtises, ou décision. Et il fait un combat qui domine vraiment, vraiment fort. Oui, bah, d'ailleurs, ça rappelle le Bellator, ce système à l'époque avec le kickboxing. Quand Ouais, ils avaient ouais, le ouais. kickboxing à Bellator, C'est ils vrai faisaient ça. que t'as raison, ouais. Le Bellator Et faisait ça. Le One continue à le faire, ça, par contre. Tu Il- vois, ouais, t'as vraiment des combats au One, de Muay Thai pur, où t'as les grands champions comme Liam Harrison, t'as des mecs comme c'est John ou Joe Haggerty, enfin vraiment des grands champions de Muay Thai, ou Rod Jonathan Curran, Lagerty, ouais. Mm. ouais, qui est très fort. Après, t'as Rod Tang, vraiment lui, c'est un tank, il est vraiment, vraiment très, Bah, très fort. d'ailleurs, Jonathan Lagerty va bientôt combattre face à Nongo. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est en grosse prépa, je l'ai vu parce que je le suis. Tu dois avoir le même Instagram que moi, Facebook, que des combattants Ouais. pro. Et tu suis. On doit avoir le même. Et ouais, ouais, il se prépare, prépa dure, elle est bien prêt. Je pense que le One d'ailleurs, soit dit en passant, très belle organisation. Mm. Tant qu'au niveau des combattants et des combats qu'ils proposent, c'est vraiment intéressant. Ouais, j'en entends que du bien. Il traite bien Mm. les combattants, il les paye bien. Il y a le système de deux pesées là-bas, donc ça évite le cutting. Les mecs font pas des. Donc les gars, ils sont dans leur catégorie de poids naturel, au moins. Exactement, exactement. Puis Ah, ça, c'est ils ruinent pas leur santé parce que on le rappelle jamais assez, mais le cutting, c'est pas top. mais c'est ça. Et en plus, la plupart des cuttings, quand ils sont faits, ils sont mal faits. Donc, les mecs à l'UFC ou quoi, ou même au niveau, ils font des cuttings, mais ils sont suivis par des médecins, des nutritionnistes. Et là, vraiment, tu as une qualité de cutting. Attends, excuse-moi. Je suis en bas, ma fille, je parle avec Thibaut. Attends, viens, toi, ma biche. Excusez-moi, les aléas du direct. J'ai ma fille qui m'appelle, j'en ai pour 2 secondes. Je suis désolé, Thibaut, j'arrive tout de suite. Pas grave. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a Davy, il se prépare pour le Bellator le 12 mai, où il y a une grosse carte, c'est à Bercy que ça se passe.
où il y aura tous les combattants français du Bellator, Mansour Barnaoui, Yves Landu, Fabakary Diatta qui doit combattre. Il y a aussi Bourama Kamara face à Romain Debienne. Donc, beaucoup de combattants français seront sur cette carte. Désolé à tous, Non, excusez-moi. j'expliquais aux gens que tu te préparais. Là, tu avais une grosse prépa pour le Bellator le 12 mai Oui, à Bercy. Une grosse carte avec tous les gros noms français du Bellator, Yves Landu, Mansour yes. Banaoui. Il y a Fabakary Diatta, Ouais, Bourama Kamara face à Romain Debienne qui vont oui, s'affronter. en Donc, 77 là. Thibaut Gouti, que j'oubliais. Il y a aussi Thibaut Gouti qui va combattre. Oui, il prend Kane Moussa, un gars. Bah, le premier adversaire que j'ai eu au Bellator, c'est Kane Moussa, un lutteur solide, assez explosif. Et Thibaut a un style plutôt rentre-dedans, bagarreur. Je pense que ça peut faire des étincelles avec Moussa qui va vouloir avoir des sursauts de fierté et essayer de toucher Thibaut. Et Thibaut, lui, qui est pareil, vraiment un sacré guerrier. Et il va essayer de rentrer dedans comme d'habitude. Je pense que ça va faire des étincelles. Après, on a le retour, comme tu disais, de Fabakary. Fabakary qui était sur 2 victoires au Bellator. Il a eu une défaite à la décision, vraiment très serrée et un combat dur face à un combattant très très dur aussi. Donc là, ouais, il a eu des blessures à la main, hein, il s'est fait opérer Oui. et là, il revient fort. Donc, vous pouvez faire confiance à Fabakary. Quand il revient toujours fort. On l'appelle Iron Man à l'entraînement. Quand je vais m'entraîner à la hatch avec les copains, il est vraiment dur. Romain Debienne qui est sur un KO, un dernier qui a mis un KO. Alors je sais plus si c'est à l'Hexagone MMA. Hexagone. C'est ça, Si hein, il a c'était mis KO. Hexagone. Il Mm. met KO Victor. Je me rappelle jamais de son nom de famille, mais c'est Victor parce que je l'ai croisé aussi au Le Bellator. prénom, ouais, c'est Victor. Ouais. Le C'est nom, je ne me ça. rappelle plus non plus. Mais son prénom, c'est Ouais, j'ai du Victor. mal. J'ai du mal à le retenir. Et comme tu dis, Bourama qui est sur une défaite à la décision. Il était sur la même carte que moi au Bellator Milan. Il perd contre Nicolo Soli, qui est aussi sur la carte, qui lui va affronter un Anglais, je crois. Donc après, ouais, il y a comment dire, il y a aussi Mansour Barnaoui qui va affronter Bren Primus, pardon. Ouais, c'est pour le tournoi de 1 million de dollars. Là. Là, tu as le tournoi lightweight, parce que Bren Il est Primus, c'est un habitué des bagarreur. tournois, lui. Ouais, ça va bien, ça y va bien, Mansour, il est dans son élément. C'est ça. Et toi, ton adversaire, c'est Saul Rogers, un Anglais aussi, Exactement. Ouais, alors, qui est solide aussi. très solide, ouais. C'est un mec, il a un physique. Il monte des moins de 65 kilos parce que justement on parlait du cutting avant que j'aille chercher ma pépette et je pense que le cutting était trop dur pour lui, il doit être dans les 78, 79 kilos voire 80, je sais pas exactement. Il a fait le TUF, donc la télé-réalité de l'UFC, où ils essayent de Mm. mettre en valeur des jeunes combattants. Alors, me demande pas parce que je sais pas s'il le remporte ou quoi. Je pense qu'il le remporte pas et que, comment dire, après il lance sa carrière. Il est allé jusqu'en finale, je crois, mais il a pas gagné la finale, il me semble. Ça doit être ça. Parce qu'après, je l'ai pas revu à l'UFC. Je l'ai vu faire le TUF, mais je l'ai pas revu à l'UFC. Et bah, c'est un gars, comme je te dis, qui est physique. Il est plus lutteur. Il n'a pas une lutte de niveau mondial. Il fait des trucs simples, mais Il est quand il est complet. fait, ouais, Il il est a une très complet. force, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le seul bémol, ça va être sur sa boxe, qui est un peu plus lisible parce que c'est assez linéaire. Mais par contre, il faut pas la prendre parce qu'il y a le poids derrière et ça fait Mm. mal. Il s'entraîne d'ailleurs dans un club qui s'appelle le SBG Manchester. Et toi, le SBG, tu connais bien parce que tu vas faire tes camps de préparation là-bas à Dublin, le SBG Irlande, le fameux SBG de John Kavanagh et de Conor McGregor. Donc, Et ben c'est ça que j'ai entendu, comment dire, et parce qu'il était venu au SBG Irlande s'entraîner il y a de ça 1 ou 2 ans, si je te dis pas de bêtises. D'où son style, c'est un peu lutteur, un peu sol, et qu'on retrouve du coup aussi au SBG, comment dire, Manchester. Et là, ouais, il a dû bouger au Kicklift, il a dû bouger en Thaïlande, un peu partout. Il a fait une belle prépa. Et comme tu disais, bah ouais, je me suis rendu sur les terres irlandaises, et je vais t'expliquer l'histoire parce que mon dernier combat, je le perds à la décision. Mais honnêtement, c'est un combat qui était à ma portée et j'ai pas été, j'ai pas eu le déclic. Il m'a collé contre la cage. J'ai beaucoup travaillé contre la cage, dos à la cage, parce que moi, ça me dérange pas d'être dos à la cage par rapport au judo. Et je pensais que le fait de travailler, même si j'étais dos à la cage, allait être récompensé. Et lui, il collait à la cage uniquement. Et comment dire, alors à un moment, j'ai pas réussi à me décoller. Je pense que c'est ce qui m'a manqué, justement, se décoller de la cage pour pouvoir le reboxer à catch ma control. distance.
Il t'a Voilà, eu au niveau du exactement. catch control. C'est Ouais. ça, parce que moi, ça me dérange pas, tu vois, je suis dos à la cage, il m'amène pas au sol, je prends mon crochet, je mets la main, je contrôle les frappes et j'essaye de travailler avec mon judo. Et c'est pour ça que je l'ai mis au sol 2, 3 fois par round. Alors après, j'ai pas eu de contrôle, mais il y a quand même eu des équilibres et tout. Et je pensais que c'était suffisant parce que je travaillais et lui non. Et j'ai perdu à la décision à cause de ça. Donc du coup, je me suis dit, ok, Daniele va s'entraîner en Irlande au SBG. Je fais, faut que j'aille. Il m'a manqué un truc, il y a un truc qui est là-bas à aller chercher. Et j'ai été voir. Et honnêtement, franchement, très très bon. Alors que ce soit au niveau sportif et aussi au niveau mentalité, c'est une team, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très bien. C'est familial de ce que j'ai pu entendre dire. John Kavanagh tient à l'ambiance familiale au sein du Bah, SBJ. ben, il a raison. Enfin, tu vas là-bas, bien sûr, tu arrives là-bas. Si tu montres que tu as envie de t'entraîner fort, que tu es quelqu'un de respectueux, il n'y a pas de souci. Et ils vont plutôt même t'aider et ils vont t'intégrer petit à petit. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté, tu sens une team soudée, vraiment, vraiment soudée. Et après, ben, non seulement ça crée, comment dire, ça crée vraiment une ambiance de travail vraiment portée vers le haut. Parce que tu as beau être fatigué, tu vas à l'entraînement, même si tu es rincé, tu vas à l'entraînement, tu vas avec le sourire et tu as envie de te dépasser à chaque fois. Et, et malgré toi que tu as des coups de mou, eh ben, il y a toujours les mecs qui vont te porter et qui vont te pousser vers le haut. Et ça, je l'ai vu avec tous les niveaux. Que ce soit des mecs fin d'amateurs, des loisirs, parce que des fois tu tournes avec des loisirs qui sont très bons, ou même des mecs comme Pedro Carvalho, Ah oui, Azael Pedro qui Carvalho. s'entraîne là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Azalea Judge. Ouais, Azael, tu vois. Des plus anciens comme Peter Quilly aussi. Peter Euh, Quilly. ouais, c'est des personnes, pourtant, ils James pourraient être. Gallagher. Voilà, Gallagher, je l'ai pas vu. J'ai vu. Ah, tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas vu Gallagher. J'ai vu Quilly, j'ai vu Black Diamond, donc Kenny qui est sur les cartes du Bellator, Dara Kelly, Azael, Nicolo qui va combattre. Il y a beaucoup d'Italiens. Je me suis fait beaucoup d'amis italiens. Pedro Carvalho, comme on disait. Il y a des mecs du PFL, Nathan Kelly, Will Fleury, des poids lourds et tout. Et même les poids lourds, hein, tu peux tourner avec eux, ils vont adapter. Et, et tourner avec des gars comme ça tous les jours, vraiment tout le temps, tu tournes tous les jours, c'est le paradis, hein. C'est le paradis. Il y a même Cédric Doumbé qui était monté au SBJ. Ça m'a Et fait moi, je ne l'ai pas référence. croisé, Cédric, mais Azael était là quand il venait s'entraîner pour son combat, comment dire, au MMA Grand Prix. Mm. Comment dire, ouais, il a bien, Azael comment dire, a bien apprécié le personnage. Ah oui, oui, c'est quelque chose, oui. Ah bah, Et, ouais, c'est clair. pour dire, parce que les gens, ils se disent SBG, ouais, Connor, ils se disent, ouais, c'est un striker, machin et tout, mais ils oublient que, ouais, comme tu avais pu le dire, il y a un gros niveau au sol et un gros niveau en lutte, hein. Donc, Ouais. ça dénote un peu sur le personnage qu'est Connor, quoi, quand on le voit combattre, mais les gars sont très forts en lutte et au sol aussi. Ah, mais complètement. Ben, en fait, là, John, il a sorti un bouquin, donc je vous le conseille parce que je suis en train de le lire et il est vraiment très bien. Et il explique un peu d'où il vient, comment le SBG s'est construit, donc hyper intéressant. Et en fait, à la base, John, il vient du jiu-jitsu brésilien, il est tombé amoureux avec le combat au sol et le combat, bah, on peut dire le combat au corps à corps. Et même les mecs qu'il a rencontrés, parce qu'à la base, le Straight Blast Gym, c'est une firme, que je te dis pas de bêtises, d'Afrique du Sud. Voilà, c'est ça. Et il s'est bien entendu avec le gars qui a ouvert là-bas. Et c'est pour ça qu'il a décidé de ramener le concept de SBG en Irlande. Mais à la base, ouais, John, première ceinture noire de JJB irlandaise. Et donc vraiment, vraiment, il est, comme il dit, il est tombé amoureux du JJB. Et pour ceux qui ne savent pas, sur son palmarès, il a beaucoup, beaucoup de victoires à la décision, à la soumission, pardon. Il a beaucoup de victoires par soumission. Et, euh, et en fait, il a entraîné beaucoup de personnes. Et c'est vrai que Connor, avant, quand il est arrivé à la salle, il venait de la boxe anglaise à la base. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a un super pied-point. Et John, en fait, lui, il cherche pas à casser ton style. Il va dire qu'il va prendre ton style et il va y apporter les petites modifications qui peuvent être bénéfiques pour que tu cherches la victoire. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que quand tu vois Connor, tu dis, waouh, il y a des strikers de fou. Mais en effet, ils ont un très, très bon striking parce qu'il y a Dave là-bas, Dave Roche. Et lui, avant, il s'entraînait en boxe à main nue. Et c'est le plus vieil ami Ah, en de Bark John. Knuckle?
Ouais, ouais, ouais. Mais à l'ancienne, tu vois, vraiment, quand il n'y avait pas le BKB, tout ça, quoi. C'est le bar knuckle d'il y a, alors qu'on m'a dit 15 ans, quoi. Donc les mecs, il a une paire de. Enfin, tu vois ce que je veux dire en titane. Et c'est un super coach de striking et Et en il apporte beaucoup. striking, il y avait bien aussi un moment, mais il est parti aux États-Unis, au SBG aux États-Unis, c'est Owen Roddy qui avait eu un striking aussi. Ah oui, Owen Roddy, il en parle. Il en parle d'ailleurs. C'est un de ses élèves qui a fait, on va dire, les premiers à faire des bons résultats, Owen Roddy. Et ça, c'est vraiment un des premiers élèves du SBG, si je te dis pas de bêtises. Owen Roddy, ouais, parce que je me souviens, c'était lui le coach de striking de Connor. Ouais. Il était à chaque fois dans son coin. Ouais, qui est aujourd'hui dans un SBG aux États-Unis, je crois que c'est Charlottesville, un truc comme ça, je pense. Alors, ouais, parce que tu as SBG aux States et en Irlande, tu en C'est as lui deux qui aussi. gère là-bas. D'accord. Ah oui, il gère la firme carrément là-bas. C'est intéressant. Ouais, ouais, il est installé là-bas, il est plus en Irlande, lui. Il s'occupe de ce club là-bas aux Attends, il États-Unis est maintenant. posé, il a raison, hein. Il a raison, hein. Et puis comme tu dis, hein, c'est un des, enfin, comme on disait, c'est un des plus grands, un des premiers élèves de John. Donc il va transmettre l'esprit SBG aux États-Unis et c'est intéressant. C'est intéressant. Et t'as le Et SBG Long Mile aussi. Ouais, t'as ça aussi en Irlande, t'en as deux. ah d'accord, il y en a un deuxième en Irlande, d'accord, mais je le savais pas. T'as Inchicore, donc un petit bled à côté de Dublin, à 10 minutes, un quart d'heure de Dublin en tram où je vais m'entraîner. Ça, c'est le headquarter, donc le quartier général, comme ils disent. Et après, t'en as un à Long Mile, qui est un peu plus loin. Et celui-là, je m'y suis pas rendu. J'ai juste été, comment dire, au quartier général. Ok. Et du coup, t'as jamais croisé Connor pour l'instant. Non, pas du tout. Azael l'a croisé, pas mal de monde le croisé. Moi, je l'ai pas du tout croisé. Je te dis, les seuls vraiment que j'ai croisés, c'est Gunnar Nelson avant son combat à l'UFC. Ah oui, Gunnar Nelson, mais lui qui a sa propre salle en Islande là-bas. Et le Mjolnir, la team Mjolnir. Hmm. Et ouah, gros niveau, super personne aussi. Le monsieur, t'as pas plus respectueux, plus gentil que Gunnar Nelson. Mais tu le Et vois tout de suite, il est calme, très ouais, calme, c'est ah, impressionnant. ah Et, ouais, ouais, et c'est un gars du grappling, lui, il est oui. chaud en grappling. Bah, il avait Gros fait la niveau. Mais DCC. son dernier combat, il a gagné par soumission, ouais, Ouais, LVLC, ouais. sur Et son retour. il prend un mec solide. En plus, j'entendais le podcast de Robert Whittaker et il disait ouais, il affronte ses Banderera ou un truc comme ça et qui avait fait une grosse guerre et qui avait KOté son adversaire. Et il disait que Gunnar était sur la fin et que ça allait être dur pour lui. Et quand il lui voit qu'il lui met un juji d'école à la Rickson Gracie, là, il est en montée, grand end pound, Et boum, c'est avec le parti. sourire en plus. Oui, sans Il lui, forcer. il lui l'a mis avec le sourire en plus. Ah, mais je te jure, c'est impressionnant. Mais même à l'entraînement, il est comme ça. Comment dire, il te contrôle et tu as l'impression, tu dis, ah, c'est bon, là, je l'ai ou je suis sorti là. Et tu sais pas comment il est arrivé dans ton dos. Et puis il est comme ça, il respire. Et il contrôle tranquille. Tu fais, mais c'est pas possible. C'est quoi son secret? Que mange-t-il? Ah, Ah, il c'est doit manger de la impressionnant. baleine, lui. Ah, en Islande, c'est possible, hein. Ah oui, c'est pour ça. De la baleine et du bébé phoque. Oh, excusez-nous. À la team Mjolnir, je Et pense que j'essaierai de m'y rendre moi aussi. Ça m'intéresse beaucoup. il m'a l'air d'avoir des gars costauds, des gens qu'il a formés lui-même. Il m'a l'air d'avoir du niveau là-bas, Ouais, de ce il que en j'ai a pu ramené. voir. Il en a ramené. Et il en a ramené. Ouais, il y avait puis des petits jeunes, je crois. Il en a ramené deux ou trois. Et c'est des bûches. Super Ben, gentil, super respectueux, c'est mais des balèze. Vikings, hein, c'est Ouais, ouais, je te confirme, des vrais là. ça. Et il me semble, tu peux confirmer, au SBJ, il y a des dortoirs, parce que j'ai vu que Doumbé, lui, justement, c'était là où il logeait. Tu Oui, peux expliquer pour les gens qui voudraient s'entraîner là-bas, comment ça se passe, bien sûr. si Alors, tu le sais. de toute façon, déjà, n'hésitez pas, si vous voulez vous entraîner au SBG, vous pouvez envoyer un message en perso à John. Donc, bien sûr, il ne faut pas le harceler, mais vous pouvez lui envoyer des messages et il répondra. Donc, là-bas, vous vous rendez, vous allez payer vos semaines d'entraînement selon ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez loger au dortoir qui est juste dans la salle à l'étage. Et vous avez la cuisine, de quoi mettre au frigo, de quoi cuisiner, la télé, et de quoi dormir et laver vos affaires, vos vêtements. Et je crois que ça doit être 20 € la nuit, si je vous dis pas de bêtises. Donc vraiment pas onéreux du tout. Ah Donc oui. ça vous permet, ouais, honnêtement,
Moi, j'ai dû payer, ça doit être 100 euros la semaine pour des combattants professionnels, pour avoir accès à toute la salle en 24, plus 20 euros la nuit. Donc, sur une semaine, vous en sortez pour, ça fait 200 euros la semaine d'entraînement avec un des meilleurs coachs au monde et les meilleurs combattants du monde, quoi. C'est sûr. Ouais, Et si en franchement, plus en bonus, t'as la chance de tourner avec Connor, c'est le summum. on est d'accord. Pour 200 balles. C'est ça, pour 200 euros, tu as la chance, tu vas tourner. Bon, attention, hein, Connor, quand il tourne, il tourne. On m'a prévenu. Ouais, Il y a ouais, des gars qui m'ont c'est. prévenu. Mais... J'ai pu voir pour le TEF, parce que pour les gens qui ne le savent peut-être pas, mais Connor est Ouais. coach au TEF. Oui, Et il a tourné avec ses gars. t'as vu la vidéo? C'est impressionnant. Il en mettait la misère, les pauvres. Et puis, il va, comment dire, il est toujours dans la provoque, tu vois ce que je veux dire? Il va venir Ah te ouais, toucher. ben, c'est naturel chez lui. C'est Oui, naturel chez lui, c'est ça le truc. et John en parle C'est le dans le vrai bouquin. Irlandais grande gueule, Oui, ah ouais, mais c'est, complètement. Et ça depuis c'est le le début mec de de sa pub carrière. là que tu peux croiser. Ah ouais, non. John en parle dans le bouquin. Il lui dit, mais en fait, depuis qu'il a 18 ans, qu'il arrive à la salle, il est comme ça. Il avait tendance à être. On aurait pu dire ainsi qu'il se la pète un peu, mais en fait, c'est sa façon de se donner confiance, c'est sa façon d'être. C'est quelqu'un qui a besoin de ça pour se mettre la pression et comment dire, et devenir le meilleur. Et à côté de ça, il est attachant parce qu'il est très gentil. Alors moi, je ne sais pas, mais c'est ce que les gens ont expliqué, la plupart des gens, quoi. Ouais, oui, oui, la plupart des gens qui l'ont croisé, c'est le gars qui se prend pas la tête, il est cool. Ouais, C'est ça. il y a pas si longtemps qu'il s'était fait taper en vélo, en voiture. Je Il est crois, monté avec oui. le mec. Il est monté avec le mec en voiture et il l'a emmené, je crois, il l'a ramené chez lui ou un truc comme ça. Il discutait avec et le mec, il avait peur, il pensait que Connor allait frapper, mais l'autre pas du tout. Non. J'ai entendu parler de cette histoire, c'est fou. Ouais, dans ta tête, tu dis, mais tu vas te faire éclater. Et l'autre, il dit, oh, bah c'est bon. Et il était pas plus. Ouais, c'est la jambe. Je crois qu'il y avait une vidéo, il avait un peu la jambe blessée et tout. En plus, c'était pas, voilà, c'était pas n'importe quoi. Donc, c'est là que tu vois un peu le côté édulcoré avec les médias et le côté réalité avec les vraies personnes, quoi. Ouais. Et du tout, toi, tu penses Connor Chandler, c'est qui va s'imposer? Parce qu'ils doivent s'affronter, les deux coachs du TUF. Ouais, Là, ça va ouais, être un c'est beau ça. combat. Le petit lutteur explosif face au striker un peu style karatéka. Qui a un punch de fou. Ah ouais, il touche. Moi, j'aimerais bien voir le retour de Connor parce que Ouais, c'est ça. je le suis depuis le début. Bon, il y a beau dire le trash talk, les histoires qu'il a eues. Ok, bon après les arts martiaux mixtes en sont là aujourd'hui parce qu'aussi il y a eu des personnages comme Conor McGregor. Donc bon, Et c'est grâce à Connor que le MMA est aussi connu, hein. C'est bah, bien Connor. sûr, c'est ça. Et on peut pas, tu C'est ce que vois. je dis tout le temps. Khabib est venu après, mais c'est Oui, Connor qui a mis la lumière sur le sport. ah bah on est d'accord avec ce côté édulcoré, comme on disait, personnage de catch et les rivalités de fou, quoi. Donc moi, j'aimerais bien voir le retour de Connor. Alors après, je sais pas du tout. Je sais qu'il a pris du physique, je sais qu'il y en a qui disent oui, il a perdu Ben, son style. ça sera en 77 le combat. Ouais, bah de toute façon, c'était obligé, t'as vu le physique. Ben Il oui, a mais c'est vraiment, pour ça vraiment tout donné. qu'il a monté autant. Il va pas redescendre en 70, je pense pas. Il va rester en 77 parce qu'il a dit Ouais. qu'après Edwards, il voudrait se faire Edwards. Oui, j'ai entendu ça. T'imagines? T'imagines? Mais, Ah, mais les gens, ils pensent que mentalement, Connor, il est plus là, mais il est toujours là, hein. Quand tu vois bah, son dernier combat, oui, on donne vainqueur Poirier, mais il se pète la jambe tout seul. En ouais, réalité, Poirier, il peut dire ce qu'il veut, mais Poirier, il a rien fait là-dedans. Il s'est pété la jambe tout seul oui. Il a juste bloqué et l'autre, Poirier, il a hein. la jambe pétée et il continue à parler au micro comme ça et tout. Et il y C'est en a qui hallucinant. disent le lendemain, alors pourtant c'était une fracture importante, le lendemain il était en Ah ouais, béquille dans New York et il disait à tout le monde, eh mais moi je vais recombattre, je vais recombattre. Et pourtant la plupart ils disent c'est une douleur insoutenable. Et le gars il était en béquille le lendemain et il arrivait à parler, il disait non c'est bon, prochain combat, on va faire ça à l'entraînement, on va faire ça. Il était déjà reparti, hein. Mentalement il a la dalle encore, hein. mais bien sûr, mais on l'a vu à chaque fois qu'il a perdu, il revient et il gagne. On a vu face à Ned Diaz, il se Oui, fait soumettre. Il revient, il fait une guerre, il le bat à la décision. Là, face à Poirier, c'était le deuxième combat face à Poirier. oui, Là, Poirier, il faut clairement dire, il a super bien joué le truc. Ça se voit qu'il avait super bien bossé. Il ouais, a il est bien très tapé au fort, niveau des appuis de Connor pour le rendre immobile et tout. Ils ont super bien bossé avec Thiago Alves, son coach de striking. ouais. Et résultat, bah, il a gagné logiquement. Mais par contre, pour le troisième combat, je suis désolé, Connor, il se pète pas la jambe. Je Ah sais il est un pas peu, il jusqu'où ça domine un aurait pu peu, hein. aller. On sait pas, hein. Ouais, ouais, c'est clair.
C'est clair, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, hein. Mais c'est ça. C'est vraiment. Connor, il a un coup d'œil, il a une précision, il a un punch. Ça, tu as beau dire, ouais, le gars, comment dire, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Ça se perd pas. C'est un don qu'il a. Donc, ce don-là, il va pas le perdre parce qu'il a arrêté un peu, quoi. Et puis, il a arrêté, entre guillemets, parce qu'il s'entraîne comme un sauvage quand même. Donc, je pense que Mais là, sur Chandler, il peut. Moi, je le vois bien mettre KO Chandler. ouais, moi, pareil, ouais, il a cette capacité parce qu'il a déjà affronté un profil comme Chandler, c'était Chad Mendes, Oui. qui est un peu le même profil que Chandler, et il l'a éteint. Et Donc, donc, c'est ça, il est capable, il est capable. Et puis Chandler a tendance à beaucoup jeter sur son direct ah du oui, bras ah arrière. ben, on a vu avec José Aldo ce qui lui est arrivé en se jetant. C'est Ben, un tu pas vois de le truc? retrait, et puis hop. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il peut. Chandler va vendre difficilement sa peau parce qu'il fait que des combats de la soirée à chaque fois. Mais Connor, ouais, je te dis, il a le coup d'œil, il a le truc. S'il l'a pas perdu, ouais, il va l'éteindre. Il va l'éteindre. Mais moi, je comprends pas ce combat face à Poirier qui n'ait pas eu un no contest. Parce que moi, j'ai vu pour moins pire, Ouais, les juges rendre un no contest, hein, pour des ouais. trucs moins pires. Bah Parce là, que ouais. tu regardes, c'est même pas Connor qui tape en voulant mettre un low kick qui se pète. C'est quand il reprend son appui que la cheville elle pète et le tibia aussi qu'il se fracture. C'est ça, bah, tu vois, bah après Sean O'Malley contre Chito Vera, le combat qu'il y a eu, où Chito Vera met un calf kick et endort la jambe un peu de Sean O'Malley. Et bon, bah, Sean O'Malley n'arrête pas, il combat sur une jambe. Mais ouais, je pense qu'ils ont peut-être eu peur. Bah, de toute façon, Connor pouvait plus marcher. Donc c'était clair. Mais Ouais, et puis je pense qu'ils l'ont main pas vu event. parce que à vitesse réelle, quand tu vois, ils ont dû penser que Dustin Poirier l'avait touché parce qu'il y a un échange, mais tous les deux ils se loupent. Ils Ouais, envoient tous les deux un crochet, mais je vois ce que ils tu se veux dire. loupent. Et à vitesse réelle, tu as l'impression que Poirier le touche, mais en réalité, il ne le touche pas. Et les juges, c'est ce qu'ils ont dû voir. Ils ont dû se dire, bah, il l'a touché, et quand il a repris, ça a cassé. Qu'alors, Ouais, en réalité, ils ne se sont même pas touchés. Connard, en même temps, il donne son crochet, mais en même temps, tu vois qu'il évite. oui, Il et le évite le retrait crochet, de son retrait. et c'est quand il reprend son appui que la cheville, elle pète, et c'est là que, voilà. Ah bah là, il se fait vraiment une belle fracture. C'était moche à voir. T'aimes pas ça en tant que combattant, même en tant que pas combattant, regarder quelqu'un se blesser, alors que tu sais qu'il a donné tout ce qu'il avait à l'entraînement et sa vie pour ça. C'est vrai que ça fait mal au cœur et ça fait mal aux jambes aussi. Tu vois, tu fais oh, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Donc c'est Et pour ça le donc, retour. le retour, et ouais, j'ai hâte. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire ça. Je sais pas où ça en est le teuf. J'ai regardé un peu C'est pas du tout. des images, mais c'est, ouais, j'ai hâte de voir ce combat en tout cas. Bah, je Et pense que c'est je ça, pense ouais. que ça va exploser le record pay-per-view là. Ah bah là, c'est sûr, c'est sûr. Je te dis, Chandler, il fait que des combats de la soirée. Le retour de McGregor, bah attends, ça va être explosif. L'affiche, elle est folle. Exactement. Bah oui. Et si, euh, et si on pouvait revenir sur ton parcours, parce que tu as parlé de judo, mais il semble que tu as fait du judo à un certain niveau quand même. Ouais, moi j'ai commencé par le judo, j'avais 5 ans. Ben, je suis tombé amoureux de ce sport, j'ai beaucoup aimé, j'étais hyper actif. Donc ça me permettait comment dire, de contrôler un peu cette hyperactivité-là et ça reposait un peu ma mère aussi parce que c'est un peu compliqué d'avoir un enfant hyperactif. Et je me sentais super bien. Et après, j'ai fait une petite pause pour faire du full contact parce que j'avais envie de voir un peu de pied-point. Et c'est à la reprise après cette petite pause-là que j'ai commencé à monter. J'ai passé les étapes, classe départementale, Pôle France de Caen, qui est redevenu Pôle Espoir. J'ai eu pas mal de résultats. J'ai été troisième au championnat de France en junior. Et du coup, j'ai intégré l'équipe de France junior. Et en fait, bah, on était en équipe de France jeune et on s'entraînait avec l'équipe senior. Donc, il y avait des gars comme Loïc Pietri qui a fait les Jeux Olympiques. On s'entraînait avec Teddy Riner. Enfin, vraiment, même des mecs, comment dire, Sylvain Potard, tu as dû être avec Sylvain Potard, qui a été lui combattant de MMA aussi. bien sûr, Sylvain Potard, il était là. Ça faisait un moment qu'il était en place. Donc moi, j'étais tout jeune. Mais Sylvain Potard était en place. Donc non, il y avait comment dire, pas mal de combattants que tu vois sur les Olympiades et sur comment dire les championnats du monde qui étaient là. Moi, ce qui m'a arrêté, c'est juste une blessure à l'épaule. J'avais vraiment l'épaule. Il y avait le bourrelet qui était attaqué. Comment dire, bien blessé. J'étais out. Et bah, ça m'a déprimé pendant 2 3 ans, quoi. C'est là que j'ai commencé à prendre un peu de poids et comment dire, à déprimer.
Et comme j'étais en parallèle toujours intéressé au MMA, il y a un copain qui faisait de la boxe, qui était gendarme, et qui m'a dit bah, viens essayer le Muay Thai. J'ai un copain qui est fan de MMA, qui fait du Muay Thai. Tu vas voir, tu vas bien t'entendre. Et bah, en effet, il avait raison parce que c'est mon coach actuel et on se connaît depuis 14 ans. Donc, ça a bien matché. Et c'est là que bah, j'ai commencé mon entraînement de MMA. Je devais avoir 20 ou 21 ans, quoi. Je n'ai pas commencé si jeune que ça. Mais par contre, ouais, le judo, mon background de judo m'a beaucoup aidé. Au début, j'étais en mode survie. Je savais mettre un peu de coups de poing, mais je n'osais pas trop taper. Je savais bloquer et coller. Et là, c'était mode survie. Et au début, c'est là que ça m'a aidé à gagner les combats, quoi. Ouais, parce que c'est compliqué pour les judokas, parce que généralement, ils aiment pas les coups. Beaucoup de judokas se sont essayés, mais il y en a, ils se sont rendus compte que les coups, c'était pas pour eux. Et Ouais. c'est vrai, ouais, que c'est un passage compliqué Faut, d'arriver jusque-là. Ouais, faut le déclic. C'était tout le temps, tu sais, à attraper, à serrer. Et là, en Mm. boxe, on demande à relâcher les épaules et à chercher loin avec tes bras. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce que tu fais d'habitude. Et c'est pour ça qu'au début, la boxe, mon coach me dit j'avais du punch, mais moi, j'y croyais pas parce que je venais du judo et pour moi, ça avait aucun sens. Je captais pas. Et c'est au fur et à mesure, à force de combattre, comprendre que, bah oui, quand je tape, ça fait mal aussi. Et ça évite en plus le gars de me taper et de me faire mal. Et là, j'ai commencé à prendre confiance et c'est monté petit à petit. Et puis c'est pour ça qu'en MMA, j'ai commencé à mettre des KO, à mettre des bons strikes. Après, j'ai fait un combat de kickboxing contre un champion normand au Zénith. Ouais, Euh, t'as combattu en pro en kickboxing, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, c'est mon seul et dernier combat pro. Et c'était juste parce qu'on m'a demandé. J'ai dit, bah, vas-y, c'était pas ma caté. C'était pas comment dire, ma discipline, mais j'adore les challenges. Donc, on m'a proposé ça. J'étais comme ça. J'étais excité. J'ai dit, il faut qu'on y aille. Et là, on a fait une grosse prépa avec Flo, avec Maxime Desméotis, Florent Rouleau et Robin. Et c'est là que j'ai mis des KO, j'ai mis des low kicks. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux striker. Et ça a évolué sur mon style après. Ouais, Maxime Demotis, champion de karaté Kyokushinkai, Ouais, qui a fait du kickboxing en pro aussi, avec Jean-Marie oui. Marché. Et puis, qui a Donc, fait aussi le. Comment ça s'appelle? C'est le karaté combat. Enfin, karaté combat, il y a celui aux États-Unis, mais il y a aussi avec les gants d'or, ils avaient le pantalon, les ceintures. Et ça, ah, le c'était les premiers. Pankido. Ça ressemblait un peu au Punkido, ouais. Mais ils appelaient ça C'est du. Ah, faudrait que je te montre les Karaté vidéos. Pro Fight, non? C'était pas Karaté Pro Oui, Fight? si, c'est ça. Karaté Pro Fight. Il y avait Anthony Rea, je crois aussi, qui combattait Oui, dans un truc comme ça. et bah exactement. Bah, Maxime, il a combattu là aussi. Il a fait un peu d'anglaise aussi, non? Il me semble. Il a pas boxé en anglaise aussi? Euh, Anglais, je sais pas du tout. Le karaté Kyokushinkai, je sais qu'il a fait. Là, il Ouais, va en refaire les équipe de championnats du monde. France. Ouais. Ouais. Là, il est refait. Il va les refaire cette année, là, les championnats du monde. Il est requalifié. Donc, puis un bon pote de Djema Belkoja aussi. Pour ceux qui connaissent le karaté Kyokushinkai, qui est. Ouais, voilà. Très, très bon Bah, le combattant. karaté Kyokushinkai, ça a donné de très bons kickboxers à l'époque du K1, hein. Ah bah, tu le vois, hein, Andy Hug, Francesco Filo, Mm. comment il s'appelle, qui avait un Brazilian kick, Globe Et le Fetosa. Danois aussi, Nicolas, j'ai oublié son nom, qui a affronté le Banner. Alors, Il est aussi Nicolas, du Kyokushinkai, lui aussi. Nicolas, ah, j'ai oublié son nom de famille. Son Nicolas prénom, c'est Pétas. Nicolas. Voilà. Nicolas C'est ça. Pétas. Un Danois, ouais. Euh, non, c'est vrai que quand les mecs ils font la transition, bon, c'est vrai que le karaté Kushinkai, on frappe qu'au corps, mais Et, après, et Georges Saint-Pierre, qui vient également du Kyokushin. ouais, ah bah là, on est dans la discipline en plus. On est complètement dans le thème. C'est vrai que Georges Saint-Pierre, karaté, il a fait karaté tradi et karaté kyoku. Voilà, tu le vois, hein, après, les beaux KO qu'il a mis aussi. Enfin, c'est une vraie bonne discipline. Et moi, ça m'a aidé pour mes low kicks et mes distances de jambes. Ah Ça ouais, m'a beaucoup ils aidé. ont de ces low kicks, c'est un truc de dingue. Ah ouais, mais c'est devenu une de mes techniques préférées. Le low kick, le calf kick. C'est très Enfin, plus le low efficace, kick hein. que le calf kick. Mais tu parlais de KO, il me semble que tu en as mis un joli, justement. Et c'est un peu un coup de pied de Kyokushin que tu as mis retourné, là. Ouais, contre Ross Pearson. Alors pour ceux qui connaissent pas, Ross Pearson, c'est vrai que c'est une légende de l'UFC parce qu'il a affronté tout le monde à l'UFC. Il a affronté Edson Barbosa, il a affronté Masvidal, il a affronté Dan Hooker, il a affronté tous les tops de l'UFC. Il a KOté pas mal de monde. Et quand on me l'a proposé à 3 semaines, je sortais de blessure. Et je m'étais fracturé le pouce sur un combat en pancrace au GFA de Jean-François Billon.
Et Le GFA, ouais. ouais. Et je m'étais Super hangar. Ouais. éclaté le pouce. Et et on me le propose à 3 semaines. Je dis, bah, personne ne voulait affronter. Je dis, bah, on y va, c'est parti. Chez lui, en Angleterre. Et bah, combat serré, vraiment combat serré, c'était chaud. Et à la fin du troisième round, je crois il doit rester 1 minute, peut-être 30 secondes. Et en fait, ça ressemble à une chute avant de judo. Et moi, dans la chambre d'hôtel, une journée avant, je dis à mon coach, je sais pas pourquoi, je dis, il faut que je fasse ça. Il me dit, attention, c'est Ross Pearson en face, calme-toi. Je dis, ok, ok. Il me fait, tu le fais, mais à la fin de troisième. Et là, c'est arrivé, mais j'y ai pas pensé. C'est chute avant de judo, je lance mon talon. Et il a cru que je descendais dans les jambes. On le voit, il descend un peu les mains et la tête. Et ça percute. Et là, je lui mets un KO bah, monumental. Et au début, je me rends pas compte parce que bah, moi, je suis dans mon combat. Je rentre à l'hôtel. Voilà, j'ai envie de me reposer. Et c'est un copain, t'as Rabdi, un super combattant de MMA aussi. Il me dit non, mais David, tu te rends compte, sur MMA Junkie, il y a, je sais plus, 75 000 vues. Et ça faisait 10 minutes quoi qu'il y avait eu le chaos. Et là, mon téléphone, il a lâché. Il y avait tellement de notifications que le téléphone a lâché. Et donc, du coup, j'ai changé de téléphone. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir 300 millions de vues ou un truc comme ça. Il y a même des gens qui ont fait des tutos dessus et tout. C'est un truc de fou. Ça, des fois, je vois ma tête, je dis, mais c'est moi ça. Et ils font des tutos dessus. Des tutos. Ouais, je te promets. Même moi, Ah ouais, j'hallucine. c'est. Ah putain, c'est un truc de dingue ça. Ouais, bah, enfin, je veux dire, le petit judoka qui était fan de MMA, jamais un jour dans ma tête, je me serais dit qu'on ferait un tuto sur un de mes KO, quoi. C'est impressionnant. Donc, c'est plutôt une fierté. Et là, c'est là où ouais, je mets un beau KO sur Ross Pearson. Ma fille, excusez-moi, elle s'incruste. Coucou. Oui, ça, c'est ma faiblesse, mes enfants et ma femme. C'est enfin ma faiblesse, entre guillemets. Et après, bah, s'en est suivi ouais, bah, le chaos sur le Brésilien, chaos sur Ross Pearson, signature au Bellator. Et après, c'est décision contre Ken Moussa, qui va être sur le Bellator Paris. Et je remets un KO à Charlie Leary, un mec qui est très très bon en boxe. Et puis un TKO après sur Benjamin Brander l'année dernière à Paris. Et, euh, et puis après, je perds à décision. Donc très serré, comme on en a parlé tout à l'heure, un peu Mm. compliqué. Et là, bah, contre Saul Rogers, moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, hein. S'il me Bien donne, sûr. s'il me donne une opportunité de KO, je prends le KO. S'il me donne une opportunité de soumission, je la prends aussi. Parce que je suis pas manchot sur le dos ou sur l'adversaire. Donc, non, ça va être un combat complet. Ça va être un combat intéressant parce qu'en face, il a un bon mental. Donc, moi, je suis pressé d'en découdre là. Pareil, si on peut refaire un KO de l'année, ça me va, hein. Ah oui, ça serait bien. Bah, il y avait Yves Landu qui avait fait un joli KO à Bercy là, avec son coup de genou sauté. Là. Coup de genou sauté, très beau. Et en plus, vachement loin. Tu as l'impression qu'il va aller chercher à je sais pas combien de mètres de distance. Et il lui met le genou gauche à la fin. Il lui remonte la tête contre un adversaire solide en plus. Ouais, parce que c'était en 66, maintenant Yves. Non, c'était en 70, maintenant Yves il va passer en 66. C'est ça, c'est ça. Et le gars en plus qu'il avait en face de lui, c'est un mec hors combat, Louis Laurent, je sais pas si tu connais, mais qui s'entraîne à la Snake Team. Je le Louis, il connais en pas. parlait, Ouais, il l'a croisé, son adversaire, et il disait, c'est un gars hors combat, il fait 85 kilos. ouais. Ah Et Yves, il ben, est tout c'est ça. juste à 72 kilos hors combat. Donc, Ah bah, Yves, c'est vrai. c'est un petit 70, hein. Je te dis, même là, moi qui suis à quoi, je suis à 77 ou 78, maximum 80 kilos hors combat. Il y a des mecs qui sont une caté en dessous de moi, qui sont à 85 kilos. Ou même des mecs qui sont en featherweight, encore une caté de moi, qui sont à 60, la plupart sont à 70-79 kilos, hein. Mm. C'est ça, Donc, ouais. En gros, c'est 10 c'est. kilos en moins souvent. Ah ouais? Ah mais Les c'est ça, c'est lifting. ça. C'est ça. Là, les featherweight, j'ai un gars qui au SBG, Richie, qui est un featherweight, donc moins de 66 kilos. Et il est pesé à 66 kilos 3, le maximum. Et le lendemain, pour le combat, il est à 76 dans la cage, hein. 76 à peu près, hors taxe. Moi, ça m'avait impressionné en 70. C'était pour le combat entre Poirier et Khabib, il me semble. Où Dustin Oui. Poirier faisait 83 kilos dans la cage. Ouais. Il avait Ah ouais, pris ouais. 13 kilos. Donc c'était. Et le pire, c'est aussi Alex Pereira. Oh, Alex Pereira. Non mais, Oh, moins de lui, 84 kilos. lui, c'est un gros cutter. Lui, c'est vraiment un gros cutter. Le lendemain, il a 96 Il kilos, il fait, il reprend fait, 12 kilos. il fait 100 kilos hors combat. Ouais. C'est un mec qui pèse 100 kilos. Donc,
Non, mais c'est impressionnant. Bah, après, on parle de ça, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui était à 77 kilos. C'est un gars hors régime, il était à 93 kilos. Eh ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait pu combattre en 84. Mais je Ben crois que oui, d'ailleurs, il l'avait payé parce qu'au niveau gastrique et tout, il a eu des problèmes, je crois. bah, il a eu ouais, il a eu une grosse pause Il a eu déjà, des ça allait soucis. pas mentalement et tout aussi. Il avait eu des gros soucis. Il avait mal fait, je crois, ben, son combat contre Bisping au niveau de la perte de poids. Ouais. Ou même, je crois qu'il avait cherché d'essayer d'en gagner un peu plus pour, euh, pour gagner un peu plus en force, Ah, mais à mais il l'avait payé. un moment, c'est dur, hein. Moi, je sais que je le vois. Donc, je fais ma perte de poids. Donc, moi, c'est un cutting assez simple. Là, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je suis dans les 77 kilos. Donc, ça veut dire que pour être au poids, j'ai 4 semaines. Ouais, 4 semaines pour perdre, allez, 4-5 kilos, quoi. Et le reste, un bain chaud, c'est perdu. Donc, c'est vraiment un mini cutting, quoi. C'est pas fou. Et je recharge derrière. Donc, il y a quand même une recharge hydrique. Tout est calculé avec le nutritionniste. Et je le vois. À un moment, je mange, oui, mais enfin, je le sens. Je suis lourd. Si je mange trop, je me fais mal au ventre. Et je le sens. Hein. Ça fait vraiment comme si l'estomac avait une crampe parce que bah, ça fait mal. Et là, je me dis, c'est bon, je ne peux plus. Oui, certes, je pourrais remonter si je mange plus à 80 kilos facilement. Mais le problème, c'est que je préfère être un peu plus léger et me sentir l'estomac, comment dire, libre, vraiment l'estomac léger et combattre en forme, même si je suis un peu plus léger, que être trop lourd et sentir mal. J'aurais peur de vomir ou de, comment dire, de plus avoir de caisse dans la cage, quoi. Il y a des combattants, c'est un truc de dingue quand ils ont fait la pesée, ils gonflent comme des dingues, c'est de la folie. Ah ouais, non, mais ça, je Il l'ai y a fait, des hein. mecs, il faut voir comment ils bouffent. Je l'ai fait au début, hein. Ah, tu l'as fait au début? Bah, au début, tu connais pas. Donc, tu fais un régime un peu à l'arrache, tu bricoles en fait au début. T'as pas de connaissances, il n'y a aucun professionnalisme là-dedans, même si tu combats comme un professionnel, t'as pas les moyens d'un pro quoi. Et du coup, bah, tu fais ton cutting, tu perds le poids, et le lendemain, enfin même pas, c'était juste après, je me pèse, on est dans des galeries marchandes en Pologne ou en Finlande, ils aiment bien faire ça. Et bah tu fais quoi? Bah, y a un Burger King, il y a un McDo à côté. Ah bah c'est appétissant, ça sent bon. Ah bah vas-y, mets-moi 2 sandwichs. Mets-moi 2 sandwichs, les frites avec du cheddar, bien sûr. Et là, et là tu dis, tu manges, tu finis, c'est mort, c'est tu cours aux toilettes parce que ton estomac il est comme ça. Tu lui mets 2 burgers de Burger King ou de je sais pas quoi dans l'estomac, plus les frites, plus tout. Oh bah laisse tomber, tu sors pas des toilettes pendant 10 minutes. Hein. Excusez-moi pour le côté glamour, hein, mais c'est un peu, c'est un peu l'histoire au début, tu fais plein de bêtises. Après, tu les refais pas. Oui, Ah non, oui, c'est sûr. ah bah non, c'est mort. Après, tu dis, c'est plus possible. C'est plus possible. Trop dangereux et trop douloureux pour l'estomac et pour autre chose. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis du MMA? Est-ce que tu arrives à vivre du MMA avec les primes du Bellator ou c'est toujours compliqué comme beaucoup de combattants Parce Et que ben les gens, écoute, je le répète à chaque fois, les gens s'imaginent que ça y est, t'es professionnel, t'es Conor McGregor, t'es machin et tout, mais il y a des combattants UFC, les mecs, ils travaillent à côté. Hein. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc Alors au jour d'aujourd'hui, on va dire que je vis, mais je roule pas sur l'or en fait. Ça me oui. permet de me concentrer sur mon entraînement, mais comment dire, je dois faire attention à ce que je dépense. J'ai juste ce qu'il faut pour payer les factures, et c'est moi qui gère en fait. J'ai ma prime, certes la prime elle arrive, mais c'est pas le tout de je prends la prime et je claque tout. Ça va être Oui. je la mets de côté et tous les mois c'est calculé pour que bah, j'ai besoin de ça pour vivre, on prend ça. Et Oui, mais après, tu as aussi les sponsors, tu as tes sponsors aussi. heureusement, j'ai des sponsors qui me permettent bah, de faire comme bah, des camps d'entraînement. Et ça, à l'UFC, depuis quelques années, il n'y a plus de gros sponsors, c'est Venom Et ou Monster. maintenant et Monster. Avant, c'était Ouais. Reebok. Et tu as le droit de t'afficher que ça. Si tu n'as pas de contrat avec eux, Bah, c'est c'est compliqué. compliqué. Et Donc, encore, tu même. vois, tu es mieux gagnant en Bellator qu'en étant à l'UFC. Ah ouais, mais Mansour le disait. Mansour, il disait. Bien sûr. Parce qu'il y en a, ils disaient, ouais, mais t'as le niveau de l'UFC. Et non, franchement, Mansour, il a largement le niveau d'aller à l'UFC. Parce que quand Oui, tu vois une ce qu'il Saladin fait. Parnasse.
Oui, ça là aussi, bah Saladin. oui. Mais Saladin, il n'ira jamais à l'UFC parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas vivre du MMA avec les primes. Ils sont capables, comme avait dit, j'avais entendu Arnaud Templier, ils sont capables de lui proposer 13 000 plus 13 000. Hein. Ouais. Ah ben non, mais c'est clair. Et ils l'ont fait Ah à oui, parce Paddy que Dan Pimblett, Ayotte, hein. et regardez pourquoi Ngannou il est parti. Oui. Et ils l'ont fait à Paddy Pimblett, hein. Paddy Pimblett, tu vois, il a combattu Ouais, ils sur l'ont la fait carte à du UFC, il Pimblet. a touché 10 000, hein. Parce que Pimblet, attention, il ramène du monde, lui. Hein. Bah, C'est un connard en deux, lui. Hein. bah, on est d'accord. Paddy Pimblett, il y en a qui disent ouais, il est surcoté. Attention, Paddy Pimblett, il avait gagné le titre du Bama, il avait gagné le titre, c'était Cage Et Warrior. joueur, Ouais, il avait mm. enfin Paddy, attention, c'est un super combattant Et lui il a aussi, la ouais, dalle. lui, c'est. Même au niveau du comportement, c'est un connard numéro 2. Il n'y a pas que dans la cage. Tu le Oui, vois, oh, il est énorme au combat. C'est un truc de dingue, le mec. 90 kilos. 90 Il a kilos un pour un accent, mètre 70. il a un accent, tu comprends rien à ce qu'il dit. Ouais, bah, Le mec de Liverpool, là. c'est ça. Bah, les Irlandais ont un peu un jargon pareil des fois. Ils Oh, ont. mais là, c'est pire, là. Ouais. J'ai jamais vu ça, là. Le l'autre de Liverpool, il parle comme ça. Et puis il fait pas d'effort. Ah Il fait non, pas non, d'effort. et puis il comprend que c'est sa marque de fabrique aussi. Il joue là-dessus. Ouais, bah Ah, la coupe avec les Beatles, ah, putain, l'accent, Beatles, c'est de la folie. Et puis il a sa pote là qui s'entraîne avec lui, McCann, là, Meatball. qui est aussi à Ouais, l'UFC. Molly McCann. Elle aussi, elle parle, tu comprends rien à ce qu'elle dit. Et Molly McCann, et ils ont cette passion pour la nourriture. Et comme Oh, tu c'est de la disais, folie. c'est impressionnant. Il a 10 joues, il est énorme. Oui, il a 90 kilos hors régime, Paddy Pimblett. Ouais, tu me diras, c'est comme Khabib, hein. T'as vu Khabib hors combat, il avait des joues. C'était pareil, 85 kilos. 90, il faisait, ouais. Ouais, presque 90, il était 90. fort. Ah, c'est impressionnant, hein. Et, et ouais, il lui proposait, Paddy Pimblett, je crois qu'ils lui ont posé, ouais, comme on disait, un 13 000 ou un 10 000. Il n'a pas touché plus. Donc des Ouais, ouais, mecs, avec ça, en plus avec du dollar, quand tu sais que tu es en ouais. Europe où c'est l'euro, c'est perdant parce que le dollar est inférieur. Donc, Bah moi, de toute façon, là, sur mes primes Bellator, alors attention, le Bellator, honnêtement, ils traitent vraiment bien leurs combattants, oui, que ce soit au c'est niveau de largement la paye au-dessus et tout. du 10 000 plus des 1000. Oui. Ah ouais, Ils sont... ils traitent bien et en plus, ils te traitent aussi bien dans l'hôtel ou pour le reste qu'à l'UFC. Tu es accueilli dans des beaux hôtels. Le planning est fait de façon à ce que, bah, bien sûr, tu fasses ton taf avec les photos, les médias et tout. Mais c'est vraiment articulé nickel. Tu n'as rien à réfléchir. Ils disent à telle heure, tu vas ici. Tu vas à telle heure, tu vas ici. Tout est réglé, tout est à l'heure. C'est nickel. Et le personnel aussi qui est autour quand les mecs qui font les bandages, les mecs qui s'occupent des assurances, qui te donnent les gants, tout est calé et ça te permet de te concentrer que sur ce que tu as à faire et le combat. Et ça c'est magnifique. Moi, j'ai eu aussi en Finlande, en Pologne, les gars traitaient bien, mais là, le Bellator, c'est un niveau au-dessus. Et moi, comme Mansour ou comme Salah, honnêtement, on me propose l'UFC. Alors oui, c'est l'UFC, mais je vais réfléchir quand même parce que j'ai le Bellator. Le Bellator, il me traite super bien. C'est une Bah, des plus regarde, Doumbé, grosses. il réfléchit, Doumbé. Hein. Bah oui, mais il a raison. Je pense qu'il a Il raison. réfléchit entre le PFL, le Bellator et puis l'UFC. Ouais, et je pense qu'il a raison. C'est vrai que l'UFC, Bah, oui. c'est là où tout a commencé. Mais Scott Coker, moi honnêtement, c'est mon patron, mon président du Bellator. Et j'adore sa mentalité et j'ai pas envie de partir. Je me sens Ancien tellement bien au patron du Bellator. Strike Force. Oui, c'est ça, c'est ça. Ancien C'est Scott patron. Coker, il a lancé Strike et c'est lui qui a relancé le MMA derrière le Bellator. Et c'est un passionné, c'est un super mec. Et tu le vois, comment dire, son personnel, il est passionné aussi. Et tu le ressens parce ils sont contents d'être là. C'est pas juste, ouais, je fais mon boulot, t'es combattant, mais on s'en fiche. Non, non, non. Ils ont le smile, ils parlent avec toi, ils t'encouragent. Quand ils voient que t'es un peu down, ils vont te pousser vers le haut et tout et tout. C'est vraiment top. Moi, j'ai pas envie de partir. Quand t'es bien dans une entreprise, t'as pas envie de Oui, partir. ben non. Et Et Le PFL, c'est très très bien aussi. oui, j'en entends que du bien là aussi pour le PFL. PFL Ben, avec ils ont le même Recefo. système, le tournoi à 1 million aussi, ils ont ça. Ouais, ouais. Ils ont le même système, donc ça marche bien. Et puis ils ont pas mal d'anciens de l'UFC, comme Olivier Aubin-Mercier, des gars comme ça. Et qui font. Il y a Pétis, bah, je te disais, là, il y a Will Fleury qui est au PFL, avec qui je me suis entraîné au SBG. Là, les Il y gars a du Nathan SBG. Ouais. Kelly et tout. Il y a vraiment. Et puis, il propose un truc super sympa. En fait, c'est comme de la Ligue 1,
comment dire, la Liga au foot. Et si tu mets un KO, tu marques tant de points. Si tu fais une décision, tu marques tant de points. Une soumission, tu marques tant de points. Et ils font un classement et tu rentres dans le classement, un peu comme si tu étais classé dans la ligue. Et selon comment tu es classé dans la ligue, ils font le tournoi. Et après, tu peux accéder au titre. Putain, ça, c'est bien, ça. C'est hyper intéressant. Tu Ah as ben ouais, vraiment ça peut. une saison. Tu as une saison. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, parce que quand tu vois les gars à UFC, ben, ils vont gagner par KO, mais le temps qu'ils arrivent jusqu'à Au la top. ceinture, on leur met encore des mecs. Khabib, ça avait été ça un peu. Ouais, ouais, ouais. Ah Charles, bah, Charles Oliveira aussi. ouais, je te Donc, dis, ça dépend comment tu vas t'entendre avec Dana, comment tu vas être sur tes et combien réseaux, tu vas faire vendre aussi? Lui, il regarde ça aussi. parce que c'est un gros businessman. Et après, Ah oui. on lui jette pas la pierre, hein, Ah non, parce non. qu'il fait du bon boulot. Mais bon, ouais, comme demandait Francis, que les combattants aient des droits, quoi. Ouais, Pas, ouais, pas et de la chair les à canon. assurances vie aussi, parce qu'ils Hmm. n'ont pas d'assurance vie à l'UFC. Non. Et ça, Il c'est avait un peu. demandé ça et Ouais, il a pas bien aimé le Dana. non. Mais il y en a beaucoup de combattants qui lui demandent, hein. C'est pour ça qu'il y a Mark Hunt, beaucoup de combattants qui partent de l'UFC, qui ont des griefs avec Dana White Ben, et puis les frères Fedor, Fertitta. Ouais, Fedor, il a jamais voulu aller là-bas. Et aujourd'hui, il est entraîneur, il a son champion, là, Vadim Nemkov, Nemkov, ouais, très bon. qui est le champion des light heavyweight. Ouais, Et lui, il ira jamais à l'UFC, hein, t'en fais pas. Hein. bah, bien sûr que non. Et puis tu vois, il est champion du Bellator, le light heavyweight. Comment dire, il est bien traité, il a un bon salaire, il a une organisation, bah, il y a les meilleurs mondiaux aussi. Pourquoi changer? Quand tu es combattant, tu es super, quoi. Tu fais ton taf, tu affrontes les meilleurs du monde et tu as une bonne prime. Et puis Nemkov a déjà affronté Projaska par le passé. Ils sont déjà affrontés tous les Sur le M1, deux. j'avais vu sur le M1, ouais. Le M1 ou le C'est déjà Rising, je sais affronté. plus. Parce que tu as le J'ai trop Rising d'école aussi. là, mais il me semble oui, oui, mais il me semble que c'était en Russie. Il me semble que Ah, c'était au M1. ouais, parce que t'as aussi le Rising et ils se font souvent, tu sais, Bellator contre Rising. Ils aiment bien faire ça. T'as Oui, eu le champion du Rising contre, comment dire, Patricio Pitbull là, en 66 kilos, en featherweight. ouais, il n'y a pas longtemps, ouais, je me souviens. Ouais. Ouais. Et t'as AJ Ah McKee bah, le aussi qui a Bellator a combattu. roulé sur le Rising. Hein. Ils ont gagné tous leurs combats. Ouais. Et du coup, t'as Abdoulayev. Abdoulayev, un 70 kilos, qui est arrivé et qui a battu AJ Outlaw qui devait affronter Mansour Barnaoui à Paris. Et Abdoulayev, il met KO deuxième round ou premier round, je crois. T'as des. Et je voulais revenir, tu parlais de donc, les cutman et tout. Et les Oui. cutman, ils sont salariés par le Bellator ou c'est ton cutman, tu fais suivre ton cutman? C'est comme à l'UFC alors? Ouais, t'as les cutman de l'organisation. Ouais, Ok. le gars, c'est toujours le même, hein. Et puis moi, j'aime bien, il est super sympa, on s'entend bien, c'est devenu un ami. Et comment dire, bah, c'est lui qui s'occupe des assurances, des papiers. Et c'est lui qui me fait mes bandages. Et après, t'as d'autres cutman au bord de la cage qui, eux, s'occupent, bah, si tu as une coupure, d'arrêter le sang, de nettoyer ton corps si l'autre saigne, de voir si tout va Ah bien. Plus tous ouais, les médecins, plus d'accord. tous les médecins. C'est pas comme les cutman qu'on voit habituellement où le mec s'occupe de tout. Il s'occupe du bandage et il s'occupe des soins si jamais t'es coupé ou autre. D'accord, Exactement. il y a des gars au bord de la cage spécialement Ouais. pour ça. L'autre, en fait, il y en a un, il s'occupe juste des bandages et l'autre qui est d'accord. Moi, j'ai mes coachs qui rentrent. Donc là, je vais avoir deux ou trois coachs. Et tu as toujours le cutman, si j'ai une coupure qui arrive, qui vérifie. Il check et il fait son taf avec ses produits, avec enfin tout. Ouais. Et mon adversaire aura un autre cutman aussi à lui qui va le surveiller durant tout le combat. Et D'accord. s'il y a une coupure, que le cutman a un doute, tu as un médecin. Le médecin va voir la coupure. Et s'il analyse, d'ailleurs, l'arbitre est très rapide, très, comment dire, au briefing d'avant-combat, même au briefing avec tous les combattants. Il dit, le médecin, il vous dira, ça va être une minute, même pas une minute, et il va se décider. S'il voit la Et coupure est arrêt trop du médecin, importante, ouais. ouais, il arrête, stop. Sinon, il ressort et on combat. Et là-dessus, ils sont vachement carrés. Tu as tout un protocole qu'on connaît, et c'est important de le connaître. Et ils sont carrés là-dessus aussi. Tu as les cutman, le médecin, et tout le contrôle médical après le combat et tout. Et du coup, après ta carrière de combattant, tu dois faire quoi après? Entraîner, avoir ta propre salle ou continuer avec ton entraîneur actuel, Moi, j'aime bien. entraîner avec lui ou...
Moi, j'adore le coaching. Donc, on parlait tout à l'heure, moi, à la base, j'étais combattant et à côté, j'étais professeur de judo. Et c'est comme ça que j'ai commencé au début pour pouvoir nourrir ma famille et puis pouvoir combattre en même temps. Et moi, le coaching, la pédagogie, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Je ne peux pas l'expliquer depuis que j'ai 14 ans. Déjà, mon club de judo, je donnais des cours. Donc, j'ai passé mes diplômes et donc je fais du coaching privé, je dispense des stages et en même temps, je donne des cours. Là, bah, c'est plus possible parce que bah, vu le niveau des adversaires qui est en face, si je me Oui. concentre pas, c'est fini. Et après ma carrière, c'est quelque chose que j'aimerais faire, ouais. Soit j'ouvre, bah, déjà, mon coach a ouvert une salle avec un ami et un sponsor à moi. Donc, du coup, c'est le premier, comment dire, MMA Center de Normandie. Donc, on en est fiers et il y a plein de jeunes combattants qui arrivent. Ah oui, Et parce par qu'il y la... a un vivier, hein. Moi, Oui, je le répète jamais assez, partout en France, on parle tout le temps de la région parisienne ou des grandes villes, mais partout en France, on peut sortir de très bons combattants, voire des futurs oui. champions du UFC ou de Bellator, tout ce que vous voulez. Ah bah bien sûr, il y a à partir du moment où la personne est passionnée, qu'elle a le petit truc et Et, l'envie d'aller plus loin, et elle que peut le faire. l'encadrement est compétent, et que l'encadrement est compétent. Exactement, ça c'est vrai, ça t'as L'encadrement est raison. compétent avec des bonnes infrastructures où tu peux t'entraîner, voire 2 ou 3 fois par jour, parce que pour le Ouais, haut niveau, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. oui, Et là, tu peux aller au plus haut. complètement. C'est ça. Donc c'est pour ça on a ouvert, enfin on a ouvert l'Adrenaline Fight Team. Je suis occupé ma biche, s'il te plaît. Oui, attends ma biche. Et là ça permet, c'est vrai que la salle est ouverte toute la journée. Donc, du coup, les jeunes combattants, ils peuvent venir faire de la technique, du sparring le matin. S'ils ne font pas le cours, ils peuvent très bien avoir accès au sac ou à la partie renforcement. Et après, le soir, l'après-midi, il y a aussi un moyen d'accéder aux cours de pied-point, de MMA. Et ça va permettre d'évoluer. Et moi, c'est quelque chose par la suite que je veux développer en Normandie. J'adorerais. Alors après, coacher un champion du monde ou un mec, ouais, ça peut être super intéressant. Mais juste déjà coacher des gens, même des loisirs, leur faire découvrir la discipline, que ce soit le sol, le pied-point, tout ça, parce que moi, je m'intéresse vraiment à tout et j'adore faire tout. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire ouais, à la fin de ma carrière. Ouais. Et du coup, dans la suite, bon, tu disais ton projet à long terme au Bellator, c'est de prendre la ceinture. Oui. J'imagine que tu aimerais faire le tournoi, participer Ah au ouais. tournoi. Ah ouais. Et peut-être que tu aimerais, comme on en discutait avec Louis, lui, c'est son rêve de combattre au Japon. Toi, de D'accord. faire avec le Bellator, de combattre contre les champions du Rising là, au Japon, ça serait un truc que tu aimerais bien. Ça serait fou. Alors honnêtement, là, Parce que le j'ai plein de MMA, quand projets. même, il y avait l'époque du Pride, le Rising, ben, c'est le nouveau Pride. Et Ah bah donc, oui. ça rappelle, je pense, là, avant même l'UFC, que l'UFC perce autant, Pride là, tu 25. tombes Ah ouais, au tout les début. premiers. Là. C'est ça. C'est honnêtement le Japon, moi, c'est quelque chose qui m'attire de par le judo, les samouraïs, parce que bah, les livres que je lisais, les mangas, tout me rapporte à Ouais, la l'époque culture du japonaise. K1, Bah oui, le c'est K1 avec Jérôme. Enfin, c'est c'est aussi vraiment. normand, un gars de chez toi, ça. Bah oui, le gars du Havre, il est juste à 1 heure de chez moi, Jérôme. Donc, comment dire, ça a une saveur, c'est sûr. Ouais, honnêtement, ouais, comme tu dis, long terme, j'adorerais bah, la ceinture du Bella, intégrer le tournoi lightweight ou pourquoi pas featherweight. À voir, les gars. Je laisse macérer ça, mais Ah, c'est peut-être un challenge pas si challengeant parce que honnêtement je peux le faire facilement mais je pense que j'y viendrai, j'en parlerai, on en reparlera si tu veux et bah, avec plaisir. affronter les meilleurs combattants du monde, ça c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Moi je combats pas pour gagner absolument. Bien sûr, dans ma tête, c'est toujours je veux gagner absolument, mais dans ma tête, c'est surtout affronter les meilleurs du monde. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire. C'est-à-dire, sur mon palmarès, je veux pas des victoires face à des mecs comment dire, entre guillemets, qui ne veulent pas combattre ou qui n'ont pas le niveau. Moi, dans mon palmarès, victoire-défaite, je m'en fiche, mais je veux qu'il y ait que des gros noms. Je veux affronter les meilleurs du monde. Et ça aussi, c'est un truc que j'adorerais. Et comme tu l'as dit, ça, c'est fou. Combattre au Japon ou aux États-Unis, waouh, ça serait la petite cerise sur le Oui, gâteau. parce que on l'a pas précisé, mais au Bellator, pour l'instant, tu as combattu qu'en Europe, tu n'as pas encore combattu sur la terre là-bas américaine. Donc, Non, ouais, ça serait. Mais je pense que c'est quelque chose en fonction de ta performance
du 12, je pense que ça ira vite, ça. Je pense tu seras sur Ouais, la carte américaine. hon- Il y a des honnêtement, chances. le visa est fait. Donc, le visa de salarié américain qui a pris du temps parce que bah, faut des avocats, faut tout ça. Et Ouais, bien bah, sûr. j'ai demandé au Bellator de m'aider pour ça parce que moi, je n'y connais rien. Je parle Ah oui, et anglais, mais puis je même, il n'y te faut connais un rien. appui, quoi. Sinon, ils ne Oui, valident pas. S'il y a pas de la société derrière, ça marche pas. Donc là, ouais. complètement. Et encore une fois, tu vois, le Bellator, c'est eux qui me payent le visa. Parce que c'est un visa, ça coûte quand même 7 000 euros. Et Ouais, c'est le Bellator qui me le paye. Donc, ouais, donc ça montre qu'ils comptent sur toi à l'avenir, ça aussi. ouais, et honnêtement, alors le fait qu'il me donne cette confiance-là, qu'il me traite bien, et toi qui me propose un adversaire comme Saul Rogers, j'ai perdu mon Ouais, Saul dernier Roger. combat. Bon, certes, on a fait le dernier combat, je le perds à décision unanime, mais c'était un gros combat, c'était serré, et c'était pas une Et puis c'était en contre-performance. Italie. Oui, C'était en Italie, c'était un Italien que tu avais aussi. Donc, oui, parce je que tous sais. les combattants français qu'il y a eu quasiment là-bas, ils ont tous perdu à la décision. Il n'y a que Yves qui gagne à la décision, mais il domine de la tête et des épaules. Donc, bon, après, moi, c'est ce que je dis, hein. J'avais qu'à mettre KO, le faire abandonner et puis ramener la victoire à la maison. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que Paolo, le président du Bellator Europe, qui parle français, qui est super sympa Et et qui est un Italien d'ailleurs. Ouais. qui est un Italien aussi. Comment dire, il a bien vu que c'était pas une contre-performance de ma part, que j'étais vraiment prêt. Et du coup, il me redonne la chance à Paris d'affronter Saul Rogers, un adversaire vraiment, vraiment très costaud, qui a perdu aussi sur la carte à Milan. Donc, franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Là, moi, j'ai juste à penser à être prêt, faire la meilleure des prépas possibles. Et d'ailleurs, là, la prépa, parce que la dernière prépa avec l'italien, c'était un peu compliqué. Mon coach était en déplacement beaucoup. J'ai manqué de. C'est pas de manquer de sparring, c'est manquer de sparring de qualité, de ce qu'ils appellent Oui, positional sparring, tu vois. de se réajuster techniquement. De... Oui, la dernière prépa, c'est ce qu'il a manqué. Et c'est pour ça qu'il a réussi à me bloquer contre la cage. Là, la prépa était top. Non seulement le camp d'entraînement, la technique, tout était spécifique et poussé et concentré sur mon adversaire. Donc là, je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé, je suis excité. Je suis déjà prêt maintenant et je vais peaufiner pendant encore 3 semaines pour donner le meilleur de moi-même et puis offrir au public français et de partout le meilleur combat du monde. Ça, c'est à chaque fois, je vais faire une grosse performance et faire kiffer les gens, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce que là, tes entraînements, c'est quoi jusqu'au jour J? Là, j'ai commencé en février, j'ai fait 2 semaines en Irlande. Les journées, ça se passait 11 heures cours pro. Donc moi, je me levais assez tôt, j'ai ma routine, méditation, respiration, salutation au soleil ou mobilité. Ensuite, je prenais mon petit café parce que le café, j'adore. Je sais que c'est pas ouf, mais j'adore. Et On est après, deux. j'allais un peu. Comment? On est deux. Ah, faut la dose, faut la dose. Et oui, t'as raison, ma fille. Et à 11 heures, j'avais le cours professionnel. Donc le lundi, en général, c'est échauffement, cours technique dirigé MMA. Et ensuite, on est sur du 5x5 MMA. Donc petit gant, pas de protection, mais vraiment, comment dire, plus dans le technique. Tranquille le pied-point et plus à fond la lutte et le sol. Et le soir, c'était préparation physique au cours de sol avec Nerius ou John. Et ensuite, le mardi, on recommençait la routine, cours pro le matin. Là, c'était plus du positional sparring. Et le soir, reprépa ou technique. Et ça se déroulait comme ça. En fait, tous les matins, il y avait sparring MMA, positional. Le mercredi, c'était pied-point. Le jeudi, on revient sur du positional. Et le vendredi, c'est 10 x 5 au sol. Donc là, c'est échauffement et 10 x 5 minutes combat au sol. Donc là, c'est plutôt sympa. Et de retour en France, j'ai fait des camps d'entraînement à Elite Form et à l'adrénaline. Donc, je vais à Caen, parce que moi, j'habite à 1 heure et demie de Caen à peu près dans la campagne. Et donc là, je dormais à Elite Form chez Florent Rouleau. Et le matin, c'était hypoxie, travail technique ou prépa physique. Et après, j'allais en technique avec mon coach à l'Adrenaline Fight Team. Et ça, sur 2, 3 semaines. Je suis reparti en Irlande, j'ai recommencé. Là, je suis reparti en Irlande. Et les 3 dernières semaines, ça va être ça. Ça va être camp d'entraînement à Caen, Elite Form et Adrenaline Fight Team. Ok, très bien. Donc 2 à 3 entraînements par jour en général. Et on l'a pas dit, mais le champion dans ta KT, c'est un certain Ousmane Nurmagomedov,
qui est Ouais. invaincu, le cousin d'un certain Khabib. Nurmagomedov aussi. Oui. Donc, C'est bah, gros là, combat en c'est. perspective, hein. Parce Là, que je sais ouais, pas comment ça va se passer. il va affronter Patricio Pitbull, là, Ouais, c'est ça qui est qui fou. lui est le champion des featherweight des 66. Donc, si tu venais à descendre, c'est lui le champion. Mais C'est ça. Il est double champion. Il était double champion. Il avait le titre à 66 et le titre à 70. Et ouais, parce il avait battu Chandler. oui, ouais, ouais. Et il avait le titre dans les deux KT, hein. Parce que Donc, Michael Chandler, là aussi, on va le rappeler, parce qu'on a parlé de Connor, et ils vont s'affronter parce qu'ils sont tous les deux coachs du TUF. oui, Michael Chandler était double champion au Bellator, donc lui aussi. c'est. Donc, Ah bah Chandler, il a fait les comment dire les belles années du Bellator. Il a affronté Patricio, il a affronté Brent Primus. Il a eu des victoires, des défaites. Benson Anderson, qui était à l'UFC, qui était champion des 70, si je te dis pas de bêtises, qui a pris sa il a retraite affronté cette Douglas année. Lima aussi, il me semble. Douglas Lima, lui, il était en 77. Mais il n'est pas descendu en 70, Douglas Lima. Au Ouais, Bellator, il n'a pas fait un combat. je crois pas. Ou peut-être au début, mais parce que là, vu comment je le voyais, Maintenant, il est en 77, mais il monte en 84 là. il va même monter en 84. Ah Ouais, ouais. parce Parce qu'il que est, il est pas si grand que ça, Douglas Lima, il me semble. il fait un 84, un 85. Quand tu vois les mecs en 84, ils font même mètre 90, même certains, il est petit. Bah, regarde Gégar Moussassi ou Fabian Edwards, le frère de Léon Edwards, là sur le main event du Bellator Paris, c'est des bestiaux, hein. Ah oui, mais Guillermo Sassi, il est grand. Ah C'est, ouais, ah ouais, c'est Et des encore, bestiaux. Guillermo Sassi, il avait combattu en 77 lui aussi à une époque. Moussassi, quand il combat, bah, lui, il a fait pareil, il a tout fait. Il a fait le Pride, il a fait UFC, il a fait Strike, Bellator. Pareil, Gégar Moussassi, c'est une légende, lui, c'est impressionnant. De combattre, ça fait deux fois que je combats sur la même carte, à chaque fois je le vois. Tu vois l'expérience, le calme, c'est vraiment un grand champion, hein. Et vous avez à peu près le même âge, j'ai l'impression, tous les deux, non? Il n'en a pas 34 aussi, je 34 ou 37? Oh, je sais plus. Ah ouais, crois. c'est Parce vrai que qu'il a. il me semble que Gégar. j'avais vu l'autre fois un de ses entraînements et je crois qu'il parlait de. Il y avait son coach qui parlait de lui, machin et tout. Ouais, Et je sais plus exactement quel âge il a, mais je crois qu'il disait qu'il avait à peu près dans ces zones-là parce que il ouais, fait ça doit pas être. si vieux que ça, Moussassi. Ça fait un Non, moment qu'il est dans le circuit, mais il a démarré très jeune, lui. bah, c'est impressionnant, ouais. Attends, je vais te dire ça. Ah non, 53, c'est le nombre de combats. C'est pas l'âge. Alors attends, néerlandais. Il est né en 85. Il a 4 ans de plus que moi. Donc il Ah, a donc il en a 38 ans. 38. Il a 38 ans, ouais. Ouais, il les fait pas quand tu le vois, hein. Non, non, c'est. Ouais, tu vois, 37 ans. Donc il les a pas encore. 37 ans, Mm. 1m88. Là, tu vois, pratiquement 1,90 m, il fait. Ouais, ouais. Oh, il est grand. Il est grand, hein. J'ai été à côté et tout, il est grand. Mais ouais, Gégar Moussassi, bah, il est dans mes âges, hein, tu sais, quand tu commences à avoir 34, 35, il a que 3 ans de plus. Mais c'est impressionnant qu'ils Regarde. soient encore à ce niveau avec les combats durs qu'il a pu faire. Même, Oui, il faut voir les sparring là-bas aux Pays-Bas qu'ils font. Le ouais. mec, il a commencé tôt, il a dû commencer 18-19 ans et Oh, bah, c'est il est clair. toujours là. Ouais. Il est toujours là et il a toujours l'envie. Et tu vois, la dernière fois, il perd, comment dire, il perd le titre contre Johnny Eblen, mais il fait 5 x 5, il perd à la décision. Enfin, t'imagines quoi, 25 minutes quand tu fais 84, donc il devait être à 90 kilos, ou même un peu plus après quand il combattait. 5 x 5 minutes face à Johnny Eblen, qui est plus jeune, qui est, comment dire, qui est sur la pente ascendante. C'est impressionnant. C'est un gars, c'est une légende. C'est une légende. Il y a des gars comme ça, c'est des légendes. Et je pense qu'il peut aller jusqu'à 40 ans, hein. S'il a la dalle, il peut aller jusqu'à 40 ans. Ah oui, mais moi, c'est ce que je dis. On en voit de plus en plus des mecs 40, voire même la quarantaine passée, qui sont toujours à haut niveau quand tu vois dans la boxe et autres, hein. Ouais, bah Glover Teixeira qui a gagné le titre à 43 ans, hein. À 42 ans. À Ouais, 42 ans. 42, oui, t'as raison. Face à un mec qui en avait 39, Ouais. Blakovic, qui en a Eh, même maintenant, je crois, 40 ou 41. t'imagines? Qui est Là, toujours pro, hein, qui est toujours là aussi. ouais, c'est ça. Le MMA, c'est un sport, il est moins traumatisant que la boxe anglaise ou le Muay Thai. Et pourtant, Parce en que, boxe anglaise, à contrario, tu en vois encore de plus en plus des mecs 40 passés et tout. Regarde Golovkin. Golovkin, il ouais, a 41 ans, il est toujours là, hein. et Golovkin, il est Tu, encore solide, hein. Carlos Takam, 42 ans, il a roulé sur Tony Yoka qui en a 28.
Ça, j'ai vu ça. Carlos Euh, Takam. Attention, hein. Il y a, comment il s'appelle ben, Zhang, là, le chinois qui a battu Joyce, tous les deux. Ben, Ouais. Joyce, il a 37, 38 ans. Le chinois, il en a 39. Il a pratiquement 40 ans. Et c'est impressionnant, Euh, hein. il y a, comment Ah, il y en a Anthony plein, ils sont Joshua, les tous. plus jeunes. Ouais. Et Badou Jack, là, chez les lourds légers, qui est redevenu Ouais. champion du monde à 39 Oui. ans. Mais après, tu regardes, tu avais Foreman qui a gagné le titre quand il avait 40 ans 45 passés ans. aussi. À 45 ans. 45 ans. Et il avait une carrière avant. Pas comme tu dis, il a affronté Mohamed Mais- Ali des solides. Et il revient et il regagne. ben, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti sur Foreman. Ah, bah, il faut que je le regarde ça. Intéressant. Sur George Foreman, ouais. Il y a un film Ouais. sur lui. Parce qu'il était devenu pasteur. En fait, après son combat face à Ali, il est devenu dépressif. Il est tombé dans l'alcool. D'accord. Il fréquentait que des prostituées, des trucs comme ça. Après, il est devenu pasteur pour s'en sortir de tout ça. Et puis, il avait besoin d'argent pour, je sais plus pourquoi c'était. Et de toute façon, c'est expliqué dans le film. Et Ouais. pour ça, il remonte sur le ring. Et il fait pas de remonter sur le ring, il gagne et puis il redevient champion du monde, ainsi de suite. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Si je connaissais pas toute l'histoire, tu vois, c'est encore plus fou. C'est vraiment beau, hein. Ouais, je sais qu'il avait été pasteur, qu'il était tombé dans l'alcool après son combat face à Ali. Ouais, Ouais, après la psychologiquement, ce défaite. combat, ça l'avait détruit, le combat Bah, face à Ali. après, c'est normal. Le mec, il a tout donné. Il KOté tout le monde. Il pensait avoir gagné le combat contre Ali. Je pense qu'il s'est peut-être fait une désillusion. Et voilà, quoi. Et il prend le KO et ça a dû le descendre. Il Mais avait pas l'habitude, hein. il sait très bien pourquoi il a perdu, il a expliqué pourquoi. Il a trop voulu chercher le Le coup dur, KO, le coup dur. à vouloir venir au KO parce que c'était son infra favorite. Il a travaillé que ça. Tu voyais quand il était au sac. Contrairement à Ali qui lui cherchait le déplacement, ben, de toute façon ça a toujours été ça la boxe d'Ali, le déplacement et tout. Et c'est Exactement. comme Et ça qu'il boxer l'a dans les eu. trous. Il a fait un pas de décalage, il l'a touché au menton et l'autre il est tombé. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, tu vois, même quand tu vois ce style de combat, même en MMA. Moi, j'avais tendance, pareil, au début, à chercher le coup dur. Et tu es là, tu veux vraiment y aller, tu te fatigues. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est intéressant ce qu'on appelle le boxer dans les trous. Comme tu dis, créer le décalage, venir toucher, pas chercher toujours le coup dur. Mettre le coup dur quand tu peux. Mais ouais, chercher à boxer dans les trous, esquiver et être vachement technique. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et c'est vraiment intéressant. Mais de toute façon le Et coup quand dur tu regardes les... vient tout seul, hein. Mais Il vient oui, quand t'es le plus relâché, donc ça sert à et rien et de quand tu le chercher. cherches, comme tu dis, tu te contractes, tu te fatigues, bah, comme Formani disait. Et là, bah là, tu te fatigues, ça te bouffe de l'énergie. Et bizarrement, tu as du cardio et là, tu n'en as plus. Alors qu'à l'entraînement, voilà, bah, parce que je pense que comme tu dis, tu cherches trop le coup dur. Et quand tu cherches trop le coup dur, bah, il ne vient pas. Mm. Et puis, il y avait aussi Bernard Hopkins à 51 ans qui était remonté sur le ring, mais bon lui ça lui avait mal, pas autant réussi. Non, Jérôme aussi qui avait combattu jusqu'à 51 ans il n'y a pas si longtemps au MMA GP. Ouais, bah, Jérôme, ouais, il a 47 ou 48, je crois. Ah non, il Mais a 50 ans, 51, il est de 50. 72 lui je crois. Ah, je crois qu'il 72, avait 73. 47. Ah ouais, lui il a les 50, c'est déjà. Ouais, t'imagines Il quand même. a- Mais lui pareil, lui c'est un bœuf de travail, il s'entraîne tous les jours, il a son petit dojo chez lui. Oh bah, Jérôme, toi, Jérôme, je pense que s'il s'entraîne pas, c'est là qu'il va commencer à décliner. Tu vois, il y a des gars comme ça. Mais il fait partie de cette génération de toute cette époque du K1 et du Pride. Les mecs, ils ont du mal à s'arrêter. C'est les gars, ils aiment ça. Ouais, Tu prends Vanderlei, tu prends Crocop, les mecs, tu peux pas les arrêter. C'est pas possible. non, Fedor, tout ça. c'est des Fedor, il s'est arrêté passionnés. à 48 ans. À 48 ans, il vient de s'arrêter, Fedor. Et il a affronté Ryan Bader, comment dire. Il a pas pris des peintres. Ouais. Non, même au Bella, il a affronté tous les meilleurs au Japon. Il a combattu au Strike, il a affronté des tops. Et comment dire, il est arrivé là sur le Bellator. Ouais, il a repris des shows, quoi. Enfin, les meilleurs. Donc, c'est, Et il y avait aussi Cheikh Congo, Cheikh, qui a arrêté aussi il y a pas longtemps. Il avait fait le Bellator à Paris, Cheikh. bah, Pareil, 45 ans, il s'est arrêté. ouais, après son combat contre Ryan Bader au Bellator Paris. Quand il perd à la décision pour la revanche contre Bader. Là, ils avaient fait un Et, super combat. ouais, et puis là, il perd, c'est vachement stratégique, hein. Bader l'a joué stratégie. Congo a pas réussi à se relever. Et Bader l'emporte à la décision après 5 fois 5 minutes de combat. Et il a dit j'arrête. J'arrête. De toute façon, à un Ouais, moment, 45 ans. ouais, voilà, tu gardes la passion. Mais t'as envie peut-être qu'il a envie de faire autre chose, hein. Oui. Mais il y Tout a aussi simplement. Crocop.
au Rising, il avait gagné le tournoi de Rising. Là. Il avait affronté des gars là-bas au Rising. Je sais plus quel âge il avait, 43 ans, un truc comme ça. Il Après, avait il a eu gagné le un tournoi du problème au Rising. cœur. Il a eu un problème au cœur, c'est ça qu'il a arrêté, Crocop. Oui, il avait eu des soucis de santé, ouais, je sais. Ouais. Ouais, Mais putain, le fait de revenir à 43 ans, au Rising et gagner le tournoi, c'est fou, hein. ça, c'était des Excuse-moi. gars, ouais, c'était vraiment du solide. Ah bah, Bon, bah, comme tu dis, des passionnés. Et honnêtement, bah, moi, c'est ce que je ressens. À un moment, je me dis, j'arrive pas à me mettre en tête que je vais arrêter. Donc, on verra, hein, on verra. Mais pour l'instant, dans ma tête, comme je te dis, hein, ben victoire, oui, il défaite. faut continuer. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas les victoires qui me changeront, c'est pas les défaites qui me feront arrêter. Moi, ce qui me fera arrêter, c'est quand j'aurai plus de plaisir dans la cage. Et Oui, quand c'est toi qui vas dire stop, que, ouais. ouais, et c'est pas près d'arriver, je crois. Bon, bah, Davy, je vais te remercier pour ta disponibilité. C'était Merci à un toi. chouette épisode. Et Ouais, je c'était rappelle top, aux moi gens, aussi. n'hésitez pas, si vous êtes sur la région parisienne et autres, bah, le 12 mai, à prendre s'il reste des places pour le Bellator Paris pour aller soutenir Davy et les autres combattants français, parce que ça va être un gros Exactement. show. Ouais, Et puis voilà. Et puis je rappelle aussi pour Lancelot, qui a été l'invité précédent, bah, son prochain combat est à Laval le 28 avril. Donc pareil, s'il y en a qui force à sont toi. dans ce coin-là, d'aller le voir boxer. Donc voilà. Eh Je ben vous écoute, remercie à tous et ouais. on se dit tous à la prochaine. Merci à toi Salut. Thibaut, c'était cool. Et puis, bah, à tous les fans, rendez-vous le 12 mai si vous êtes là. Sinon, sur les réseaux, envoyez un petit message. Force à Lancelot, force à toute la carte et tous les mecs, comment dire, qui sont sur la carte du Bellator MMA à Paris. Force aux Français. Merci à toi Thibaut de l'accueil. Merci de m'avoir, comment dire, mis en lumière et de permettre de parler avec toi et puis bah, tous les gens qui écoutent. Et puis, bah, de toute façon, on se dit à une prochaine. On sera pas sans se revoir. Il n'y a pas de souci. Fais comme ça. Allez, Yes! salut à tous. Salut!